concours. Alors que vous connaissez tous, je ne vais pas le présenter. Leïla, elle va le faire. Leïla qui va animer cette rencontre. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Raoui. كنت كنتمنى نعمل لك un grand hommage. والله العظيم c'est comme ça. Au mois de juillet, تجي مرحبا. Ça suffit, c'est Et Leïla qui va animer cette rencontre. Elle a déjà animé une conférence à l'Institut français, c'était une grande réussite. Alors, avant de céder la parole à Leïla, j'invite Monsieur Fouad Raoui et Leïla Benouni de se mettre de ce côté-là parce que l'Union Avora a préparé une vidéo en hommage à Fouad. Alors, j'ai oublié de vous dire, en fait, cette vidéo-là, ce reportage, en fait, on le fait en un quart d'heure. Et déjà, un quart d'heure, c'est long. Mais on a essayé de réduire, mais on n'a pas pu. Je vous demande un peu de patience. Comment il s'appelle, Abdallah. Enfin, tous ces gens-là, qui est un ami, tous ces gens-là, ça me fait vraiment. Enfin, je suis très ému, voilà. Je n'ai plus rien à dire. J'aimerais dire la chose suivante, c'est que, donne-moi s'il te plaît le micro. Ce que je voulais. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai contacté un certain nombre d'écrivains. Ouais. Moi je croyais qu'ils allaient la moitié, ils allaient me dire que je suis occupé, machin, etc. Ouais. Alors, et je vais me contenter d'un certain nombre d'écrivains. Ouais. Alors tous ils m'ont dit, j'accepte. Oh, c'est super. Et là. Non, vraiment c'est très émouvant. Bon. À toi. J'ai plus rien à dire. Donc, bonsoir, hein, donc merci à tous d'être venus. Et donc je suis contente d'être là aussi, hein, donc auprès de Fouad. Moi j'ai rien d'autre à dire parce que tout est dit sur la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait Fouad? On raconte des histoires. Tu vas raconter des histoires. On va raconter des histoires. Bon alors Fouad va raconter des histoires, notamment donc sur 30 jours pour trouver un ami, un mari, pardon. Wow, un ami aussi. J'ai mis lapsus. 30 jours pour trouver un ami. Voilà. Donc, voilà le titre pour son prochain roman, il est déjà trouvé. Donc, Fouad, vas-y, dis-nous un petit peu. Andy, je vois débarquer une très jolie jeune femme qui a l'air décidée. Je commence à lui parler des livres, de la classification de Dewey, du numéro du congrès, et ça ne l'intéresse pas du tout. Et au bout d'une demi-journée, comme ça, je dis enfin, j'ai pas l'impression que ça t'intéresse ce que j'ai raconté. Dis non, moi je hais les livres, je hais les livres. H-A-I-S, je hais les livres. Bon, il dit, bon, c'est un drôle de métier. C'est comme si Aziz nous révélait tout à coup qu'il haïssait les livres. Alors, ce serait vraiment le choc de l'année. C'est impossible. Mais dans le cas qui nous intéresse, elle dit non, moi je travaille à la bibliothèque de l'université, je suis comme ça, je déteste en fait les livres. Je dis, alors pourquoi je suis venu faire ce stage ici? Je suis venu pour trouver un mari. Et bon, c'est une histoire comme ça. Je raconte, mais cette histoire, je l'avais quasiment oubliée. Et puis, je m'adresse à la modératrice, sinon elle va m'engueuler. Non, autrement tu peux t'adresser au public. Elle a une tête à m'engueuler, la modératrice. Et en fait, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Hein. Attends, ils ne vont pas m'interrompre en pleine. Et vous l'interrompez aussi. Allez-y, une minute seulement la question, droit à l'essentiel, mais allez-y. Et donc, en fait, cette histoire du bibliothécaire de l'économie, je l'avais oubliée jusqu'à l'an prochain. L'an dernier, j'ai rencontré, j'étais du côté de Genida, dans une ferme qui appartient à un de mes cousins. Et là, il y avait une jeune femme qui me dit, c'est fou, un jour, je me suis trouvé dans une drôle de situation où je n'avais que quelques semaines pour trouver un mari. Oh, je me suis souvenu de cette histoire-là, il y a 20 ans, je dis raconte. Quand je dis à quelqu'un raconte, il ne faut surtout pas me raconter parce qu'après, ça devient un livre. Une histoire. Et elle, naïve, elle me raconte son histoire, mais en plus c'est une histoire dingue et qui est absolument authentique, je vous assure. C'est une fille qui avait beaucoup de caractère, de volonté, elle avait beaucoup travaillé, elle a fondé sa boîte. Et puis il nous manquait qu'une seule, enfin on lui disait il te manque une seule chose, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Et finalement un jour, il y avait
un bellâtre, comme ça, dans son immeuble. Bon, c'est plus ou moins fiancé avec lui. Et puis, un jour, elle est allée à Bernoussi. Qui c'est qui connaît le quartier Bernoussi à Casa? Vous le connaissez? Il y a au moins une personne qui connaît Bernoussi ici. Vous savez, une fois, ce qui m'est arrivé, j'ouvre une parenthèse, une fois, ce qui m'est arrivé au festival du film africain de Marrakech dans l'année, j'étais là avec des écrivains camerounais, sénégalais, avec des gens très importants, et on a fait une présentation, et puis la parole a été donnée à la salle. Il y a un type qui se précipite, comme à Ouétar à la fin du sprint, tu vois, il se précipite, il arrache le micro à une dame qui allait... Et il pose la première question. Et effectivement, souvent les Camerounais s'intéressent pas, parce que finalement ça parle du Maroc, de façon très, très tendre, j'espère, j'aime beaucoup mon pays, mais en même temps en pointant certains endroits amusants. Amusant et touchant. Et touchant, si vous voulez. D'accord. Je sais pas, vous avez des questions, allez-y. Hein, moi, Non, c'est à toi de me poser des questions. C'est à moi de poser des questions. Alors, sans aller en... Je ne sais pas quoi, est-ce que je peux... quelle autre question comme je vous ai dit, tout est dit dans la vidéo. Il y a beaucoup d'ironie dans toutes les histoires, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de profondeur, comme on a dit. Donc on est allé voir mon éditeur, qui s'appelle Bernard Barrault, qui était le patron de Julliard. Et donc je dis à Bernard Barrault, mon oncle Abdel Aroui, grand intellectuel marocain, je présente Bernard Barrault, et mon oncle lui dit, vous savez, c'est très curieux, vous publiez les livres de mon neveu, il y a beaucoup d'humour dedans. Et c'est très étonnant parce que nous, les Larouis, nous n'avons pas d'humour. Comme si c'était un titre de gloire. Nous n'avons pas d'humour. Alors Bernard s'est mis à rire et il a dit, moi, il a dit, rassemblez tout l'humour que vous n'avez pas. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose de naturel. C'est pas du tout, je ne me force pas à essayer d'être amusant ni rien. Je trouve que le monde tel qu'il est n'est déjà pas assez facile, sans en plus ajouter de la lourdeur ou de la difficulté. Je veux dire, quand on écrit ou quand on est artiste, quand on peint. J'étais hier, par exemple, je vous donne un exemple. Hier, je suis allé visiter l'exposition de Kerim Ouazzani, qui est là-haut. Vous appelez ça Torretta. Et voilà, vous inventez des mots, vous aussi. Ça s'appelle une fontaine. C'est un mot espagnol. Non, je ne vais pas vous contredire, je suis chez vous, je suis bien obligé de respecter vos petites manies, je suis obligé de les respecter. Vous appelez Torretas, puis mon entier appelle une fontaine, je suis obligé de l'accepter. En tout cas, là-haut, dans la Torretta là-bas, il y a une exposition de l'artiste Kerim Ouazzani. Mais quand on regarde, je vous encourage à aller la voir, elle est super. Quand on regarde cette expo, on s'aperçoit que l'artiste donne aussi des questions que vous n'avez pas posées. Mais je vais y répondre quand même. C'est une question implicite. Sur l'intertexte, l'intertellectuel, je vais vous expliquer les choses. Quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas être publié, devenir écrivain. J'écrivais pour le plaisir d'écrire, d'accord? Donc j'écrivais naturellement, c'est mon style, ma façon d'écrire, d'accord? Ensuite j'ai été publié. À un certain moment, très rapidement, dès mon premier ou mon deuxième livre, quelqu'un me dit, d'une façon d'ailleurs assez désagréable, il me dit, tu sais, partout, dans toutes tes phrases, tes paragraphes, il y a des citations implicites, tu reprends des phrases de Diderot, de machin, de trucs, il y a des mots. Il me dit, de façon assez désagréable, de la poésie, oui, certainement. Et il me dit, je vais venir vers ça, il me dit, ouais, mais c'est comme si tu étalais ta culture. Alors j'ai été un peu choqué qu'il me dise ça parce que c'était pas ce que je voulais faire. Et un jour, je me suis aperçu que, vous avez raison de parler des écrivains lecteurs, quand on lit Bruyima, et quand on reconnaît ces histoires, tout le monde connaît ces histoires, beaucoup de choses. Il y a eu dans ce Bled Saïda presque une révolution parce que dans un manuel scolaire, quelqu'un avait écrit le mot Bruyima. Oh, c'est pas de l'arabe, quoi? Donc quand on mange Bruyima, on n'a pas le droit d'écrire Bruyima. Alors, reprenons le truc. Si Serhan écrivait en arabe classique, ma question, est-ce que j'aurais le même plaisir de lecture de Serhan en arabe classique, qui est une très belle langue? La question n'est pas là. C'est parce qu'il ne peut pas faire passer dans cette langue qui est très codifiée, qui est la belle langue, avec les déclinaisons, etc. Il ne va pas faire passer son humour, son jeu, etc. Donc, pour répondre à votre question, à chaque fois que j'ai essayé de lire
Et j'ai essayé, par exemple, j'ai lu Le Bed Nissian de Mohamed Barada, que j'aime beaucoup. C'était à titre personnel, j'aime beaucoup Mohamed Barada, sa femme Leila Shahid, j'allais chez eux en France, ce sont des amis. Bon, donc je lis les bouquins quand même, mais Le Bed Nissian, mais quand je lis souvent en arabe, au bout d'une page, je n'ai pas le plaisir de lecture, parce que je n'entends pas l'humour, vous voyez ce que je veux dire, le truc. Donc voilà, c'est réellement un problème qui me dépasse. Pour ça, je vous ai dit, je vais être très franc avec vous. Prenons un autre cas. Mon ami Ala Aswani. Alors, Ala Aswani, la même chose. Si vous passez, moi j'ai passé avec lui des soirées à Paris, en Espagne. C'est un homme extraordinaire, grand charme. Il a fait la mission, hein. C'est un Égyptien qui a fait la mission française, mais il écrit en arabe. Je vais le faire, bien entendu. J'ai commencé, j'en suis à la page 17 de... Oui. Non, ce qui m'intéresse là, c'est non seulement le texte, mais aussi l'intertexte. Oui. Je vois où vous voulez en venir. Oui, tout à fait. Par exemple, là, je pense, vous avez une façon très plaisante de nommer les choses et une façon très érudite. Par exemple, là, lorsque vous parlez du personnage de Khawla, qui cherche son américain, vous employez un champ lexical très riche pour nommer l'américain. C'est l'états-unien, c'est le ricain, c'est la merlot, et c'est quoi, il y a un autre mot qui m'échappe, le gringo. Gringo, voilà, bravo. Voilà, donc on apprend énormément de choses avec vous. Et puis aussi, ce que je constate chez Larry, vous avez parlé aussi de votre angle, concernant le choix de la langue. Et lorsque vous écrivez, votre oncle, lorsqu'il écrit des romans, c'est en arabe. Oui. Les essais, il les écrit en français. Vous écrivez surtout, les romans, c'est surtout en arabe. C'est-à-dire après il a écrit une forme d'oula, oui, et puis vous, donc vous écrivez des romans, vous écrivez des essais, et puis ce qu'on n'a pas évoqué dans le reportage, c'est vous êtes un grand chroniqueur. Hein. C'est un chroniqueur aussi, c'est depuis 360 justement. Et puis vos chroniques s'apparentent à des nouvelles. Moi je trouve que c'est des nouvelles, carrément. Hein. Pratiquement tous les ingrédients de la nouvelle y sont. Donc j'évoquais la beauté du texte et de l'intertexte, parce que chez nous au Maroc, sincèrement, nous avons beaucoup d'écrivains, mais très peu de lecteurs écrivains. Si on accepte Fouad et Ftah Kilito qui porte ce nom comme une sorte de prestidigitation. Qui lit tout. Oui, il lit tout, hein. Et assez tout. Voilà. Donc. Non mais je vais vous répondre là-dessus. Parce que avant, avec toute la littérature d'expression française, où c'était le dénigrement. Maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience de notre identité qui est très forte et une revalorisation de notre patrimoine, etc. Ça, on le voit dans tous les domaines, dans le domaine de la mode, par exemple, donc continuer la tradition dans la modernité. D'ailleurs, c'est ce qu'on en tant que professeur qui forme de futurs professeurs, c'est l'un des consignes de la question de l'intertextualité. Donc voilà. Donc, le fait de dénier le passé, ça nous amène à une amnésie de l'histoire. oui, non, il n'est pas question. Amnésie Non, de il n'est l'histoire. pas question. Ce serait vraiment idiot d'oublier le passé. Au contraire, on a la chance, vraiment, on a la chance d'avoir un passé, déjà. Donc un passé qui a Une identité très forte. Donc, c'est idiot de conscience l'oublier. aujourd'hui. Je pense qu'on a dépassé la période de l'autoflagellation et on commence à découvrir, à revaloriser notre histoire, notre identité. Et je pense que c'est important, c'est un moment important.
Merci. Merci, mais je... lecteur. C'est vrai. Mais moi, je soutiens que pour être écrivain, il est absolument nécessaire, voire obligatoire, de commencer par lire. On peut facilement devenir un conteur à force d'écouter des contes, mais on ne peut jamais devenir un romancier sans lecture. Ça, c'est une hypothèse que je pose, mais on ne connaît pas à ma connaissance, on ne connaît pas d'écrivain marocain ou autre qui n'a pas commencé par écrire. Bon, l'exemple le plus atypique, c'est celui de Mohamed Choukri, qui a été à l'école à l'âge de 17 ans, 20 ans, mais il était un très grand lecteur. Voilà, c'était un grand... Les gens oublient ce détail, c'est que Choukri lisait énormément. Exactement. Et en relisant, il y a des choses qui reviennent. Il y a un concept en psychologie, je pense que vous le connaissez certainement, qui est le terme de la cryptomnésie. Cryptomnésie, ça veut dire que on lit quelque chose, on l'oublie, ça ressort quelque part et on croit que c'est une idée nouvelle, originale, et on peut se rendre compte qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà marqué. C'est la cryptomnésie, c'est le fait de redire des choses qu'on a oubliées, mais qui ressortent inconsciemment. Et si on fait une recherche rétrospective, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a lues qui reviennent dans ce qu'on écrit. Mais le problème qu'on peut reprocher ces fois-là aux écrivains marocains d'expression française, c'est justement qu'ils peuvent être de très bons lecteurs, mais très souvent de très petits lecteurs quand il s'agit de la langue arabe. C'est rarement où ils lisent en arabe. L'exemple peut-être exceptionnel, c'est de Kéléto, c'est de votre oncle Mohamed Zahraoui. Peut-être Khatebi, mais Khatebi, à ma connaissance, n'a jamais écrit quoi que ce soit en arabe. Il pouvait juste écrire des préfaces. Mais je suis certain et sûr que... Alors, la question que j'allais vous poser, est-ce que vous lisez beaucoup en arabe? Bien sûr. C'est une très bonne question, je vais vous faire une réponse extrêmement franche. Qu'on consacre quand on veut être un écrivain francophone, anglophone, ce qui est quand même assez rare. Bon, Mohamed Choukri, il n'y a pas mieux que Mohamed Choukri, qui, aussi bien dans Khobz Habi que surtout, qui est aussi beau, aussi éloquent, qui est Zaman Akhtar. Très beau livre. Très beau livre. Très beau livre. Moi, je préfère nettement Choukri que votre ami parce que c'est quelqu'un qui écrit avec ses tripes, c'est quelqu'un qui écrit pour les Marocains et avec les Marocains, même si on ne peut pas être d'accord avec des mots impudiques dans ses livres, mais c'est quelqu'un qui était véritablement authentique, il écrivait réellement ce qu'il a vécu et c'était pas facile ce qu'il a vécu. Donc ça c'est, donc pour pouvoir savourer, bon moi je lis aussi bien en arabe qu'en français, je peux savourer aussi bien en arabe qu'en français ce que je lis. Alors les écrivains marocains, je suis tombé une fois sur une expression qui a été dite par un écrivain il y a 3 siècles au Maroc, qui a dit qu'il a fait une distinction entre 2 types d'écrivains. Écoutez bien, il fait la différence entre, il dit qu'il y a des écrivains, on est à Koutsar, lisanuhum ablaru min qalami. Et ça veut dire que c'est vrai, il y a parfois des gens qui sont de très bons conférenciers qui sont incapables d'écrire une page et de publier. Et il y en a d'autres qui sont des génies et qui ont même des prix Nobel des fois. Je me rappelle d'un certain Patrick Modiano qui est incapable de finir une phrase, c'est bien. Donc c'est marrant, l'homme dont vous parlez, pourquoi il a dit les deux? Parce que j'envisage travailler là-dessus. Je suis étudiante en études françaises et je veux me profiter de cette rencontre. Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour analyser ce livre? Parce que je viens de commencer la lecture. De prime abord, je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'il y a un changement de discours, le narrateur qui intervient, il y a une histoire, après on retrouve par exemple Ali Malika, puis dans un autre... Claire et... Voilà, Claire, Brahim. Écoutez mademoiselle, j'ai compris quelque chose, je vous rendre un grand service parce qu'on a un témoin. Merci beaucoup. Je vais parler de ce roman, qui est sorti avec mention roman, donc c'est un recueil de 2 contes.
Et en plus, Celui-là. oui, vous Ouais. en parlez de moralité. Et ça, c'est une caractéristique de Kant. Donc, le choix de mon. C'est une très bonne question, je vous fais une réponse Bien franche. éditeur. Ça, c'est la première question. Bravo, bravo. Vous avez déjà répondu à votre question en fait. Deuxième question, s'il vous plaît, concernant, vous avez dit que vous écrivez pour le plaisir. Mais parfois, on n'écrit pas pour le plaisir. C'est pour réagir contre une provocation. L'écriture, c'est une réaction. Alors là, je vous rappelle, dans une interview, vous avez dit que vous avez entendu parler sur la BBC, un animateur qui a dit que nous ne devons rien aux Arabes. C'est peut-être que ça qui était la cause de la sortie du livre Le plaidoyer pour les Arabes. Voilà. Donc, c'est pas toujours pour le plaisir, par contre. Non, vous avez raison. Mais ça, c'est un essai. Donc il y a une différence. On arrive à changer ses idées, sportives, etc. Comment on peut, par l'écriture, atteindre des gens qui ne sont pas prêts à changer d'avis? Je prépare 5 questions. 5. On va commencer par c'était les dernières. Je vais vous poser 2 questions pour donner la parole aux autres. C'est très gentil, bravo. Ça, c'est... Les histoires de votre roman abordent des sujets sérieux, mais avec une touche d'humour. Comment Fouad Aoui parvenez-vous à équilibrer ces deux approches dans votre écriture, plus particulièrement qu'est-ce que vous êtes aussi à adopter cette approche? La deuxième. Donc je vais répondre tout de suite et ensuite la deuxième.